Déjeuner continue avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui, Philippe Alfonsi, Michel Bernier, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Gérard Miller et Isabelle Motro. Mike Dimeglio, ce nom vous dit peut-être quelque chose puisqu'on en parle beaucoup depuis dimanche dernier. D'ailleurs, on va l'avoir au téléphone dans quelques minutes. Mike Dimeglio a gagné le Grand Prix d'Australie dimanche dernier de moto en catégorie 125 cm3. D'ailleurs, il devrait passer dans les mois qui viennent dans la catégorie 250 cm3. Il cherche un guidon, comme on dit dans ces cas-là, pour 2009. Mais c'est pas l'objet de ma question. Mike Dimeglio non seulement a gagné le Grand Prix dimanche dernier, mais il est devenu ainsi le nouveau champion du monde des 125 cm3. Mais là, il a un objectif dans les mois qui viennent. Lequel? Qui n'a rien à voir avec la moto. Si. C'est un record avec sa moto qu'il cherche à établir. Non, pas un record. Il veut lancer une nouvelle moto. Non. Une nouvelle marque. Non. Il vous écoute, hein, alors. Il voudrait être avec quelqu'un sur sa moto. Il en a marre d'être tout seul. Non. Un casque, un beau casque. Il voudrait qu'on lui paye son casque avec quelque chose de plus rigolo. Pardon? C'est humanitaire. C'est pas humanitaire, Gérard. Un objectif. C'est un objectif qu'il va pouvoir atteindre tout seul ou est-ce qu'il a besoin d'aide? Tout seul, non, il peut faire ça tout seul. Ça a un rapport avec la moto quand même. Ça a un rapport avec la moto, je vous l'ai dit, cher Mais Michel. c'est pas un record, vous nous l'avez dit aussi. C'est pas du tout un record. Pouvoir mettre une combinaison. C'est même peut-être le contraire d'un record, je dirais. Il voudrait que sa moto ait une marche arrière. Non. Vous nous entendez, Mike Dimeglio? Oui. Bonjour. Vous avez eu sèche pour l'instant. Ah ouais, il ne on trouve sait pas. pas. Vous avez la réponse, vous? Non, j'y arrive pas. Même lui, il n'a pas la réponse. c'est bien plus dur, là. J'ai trouvé ça dans l'équipe hier. C'était même le titre du journal. Ok, d'accord. Voilà. Ne dites rien pour l'instant. C'est un truc de biker, quoi. C'est pas la route 66, Non, faire la roue, un truc. C'est lié à... Avouez que c'est assez étonnant quand même, non? C'est lié à la route, si vous voulez savoir. Faire l'amour sur sa moto. Faire l'amour sur sa Non, mais la route. Vous avez déjà fait ça, l'amour sur votre moto, Mike Dimeglio? Non. Non. Bah, voyez, c'est un conseil que vous donne Fabrice Eboué. C'est plus étonnant que ça. Emprunter une route particulière. C'est plus étonnant que ça. Quand j'ai ouvert le journal L'Équipe hier, je me suis dit, il faut qu'on appelle Mike Dimeglio, d'abord pour le féliciter, pour son titre de champion du monde, mais surtout pour lui poser la question, parce que d'abord, est-ce que c'est vrai? Je trouvais ça tellement étonnant. Vous êtes dit ça vers quelle heure, à peu près? Hier matin, en lisant la presse. Donc c'est une route qu'on connaît? Comment ça, une route? Il va emprunter une route? Non, pas particulièrement. Il va faire le Tour de France. Mais c'est vrai que en même temps que les vélos. C'est vrai que pour faire ce qu'il va faire, il va être sur la route, ça c'est Mais il faut que le moteur soit en marche? Oui. Il faut faire des slaloms pour l'avoir. Il va faire du ski avec sa moto? N'en dites pas trop, Mike. Il va faire du ski? Il va faire du ski avec sa moto? Non, il va pas faire du ski avec sa moto. Évidemment, c'est tellement étonnant que vous pouvez pas trouver. Ah, mais c'est bien de poser la question. Cherchez bien, réfléchissez. Qui fait de la moto autour de cette table? Enfin, moi, je fais du deux roues motorisé, du scooter. Est-ce que ça va quand on a... Non, ça vous pouvez pas comprendre. Le scooter, on peut pas comprendre. Ça va, j'ai déjà fait de la moto aussi. Est-ce qu'il y en a qui l'ont fait avant lui? Oh, plein. Ce qui est étonnant, alors là, je vais vous aider énormément. Ce qui est étonnant, c'est que lui ne l'ait pas fait jusqu'à maintenant. Faire du sidecar? Non. Il y a que les motos. Du vélo? Et pas les scooters. C'est donc pas... Non, les scooters, ça les concerne pas. C'est très simple, hein. Ça suppose... C'est quelque chose d'assez simple, d'assez évident, mais qu'on n'imagine pas pour ce champion du monde. Vu qu'il vient va passer son permis. Il va passer son permis moto. Bonne réponse de Jérémy Michalak et Gérard Miller. Mais comment? Il conduit sans permis? Alors expliquez-nous, Mike. Parce qu'il est sur le piste, il a le droit, Dimeglio, non? 125. Parce que évidemment, quand j'ai vu ce journal L'Équipe titré hier, passer mon permis moto, Mike Dimeglio, le nouveau champion du monde 125, a deux objectifs: passer son permis et trouver un guidon en 250 cm3 pour 2009. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il a pas son permis. Alors expliquez-nous un peu tout ça. Pour faire des courses de moto, il faut juste un CASM, en fait, c'est un certificat d'aptitude de sport motocycliste. Et on peut commencer les courses à partir de l'âge de 12 ans et en fait, ça nous permet de faire des courses sur les circuits et on n'a pas besoin d'un permis moto pour faire des courses de moto. Et vous avez le permis de conduire voiture quand même? Oui, j'ai le permis. Et vous vous rendez compte si jamais vous le ratez un peu, la honte? À la pression, là, quand même. Mais c'est sérieux, vous allez vraiment passer le permis moto parce que vous en avez besoin? Bah non, mais pour l'avoir. Pour l'avoir, mais pas pour la compétition, ce n'est pas utile. Oui, bien sûr. Même en 250, c'est pas utile? Non, de la 250, on peut la commencer à partir de 16 ans et la MotoGP à partir de 18 ans. C'est juste le même certificat, on peut commencer, mais un peu plus tard, à partir de l'âge. Le type qui va lui faire passer son permis, je voudrais pas être à sa place. Je me permets quand même, Laurent, juste de vous contredire, et Dieu sait si ça me peine chaque fois que je dois vous contredire, c'est que, évidemment, pour les scooters, à partir de 250 cm3, il faut avoir aussi un permis spécial. Ah, parce qu'il y a des scooters de 150 cm3? Bien sûr, même de 500 cm3. C'est pas vrai. Bien sûr. Alors, pour le 125,
il suffit d'avoir effectivement son permis de conduire voiture, ce qui est mon cas. De Gérard, on s'en fout parce que Mike Di Meglio n'est pas champion du monde de scooter, vous voyez. À part les livreurs de pizza, j'en connais pas dans cette catégorie-là. Mais il doit les livrer vachement plus vite qu'en 30 minutes, hein. Mais alors, comment vous vous déplacez dans la vie? En voiture. En tout cas, félicitations pour votre titre de champion du monde. Peu de Français vous avez précédé, et encore moins dans cette catégorie-là. On avait donné d'ailleurs la liste il y a quelques jours sur cette antenne. Le fils Sarkozy, il est bien, je crois, sur le scooter. C'est son truc. Mais vous êtes champion du monde, et évidemment votre ambition maintenant, outre passer le permis, parce que c'est pas une vraie ambition, c'est plutôt, on va dire, régler quelque chose qui est utile. Votre ambition, c'est de passer sur une moto 250 l'année prochaine, c'est ça? Bien sûr, mais là je suis en train d'essayer de trouver un budget pour aider mon équipe à avoir une 250 l'année prochaine. C'est pas facile, mais j'essaye. En tout cas, cette victoire en Australie vous a fait connaître de tous les Français qui, pour l'instant, vous connaissez pas forcément très très bien. Vous êtes d'accord avec ça? Bien sûr. Bon. Et qu'est-ce que ça, depuis dimanche, alors qu'est-ce que ça vous a apporté de nouveau, à part le fait de faire l'objet de jeux et de questions sur notre émission cet après-midi? Ouais, j'espère que ça fera un peu plus connaître la moto en France, et que voilà, c'est les résultats que les pilotes français feront qui aideront aux médias à s'intéresser à nous. Alors, on avait dit dans l'émission en début de semaine, suite à votre performance du week-end, que vous appeliez Mike Di Meglio parce que vous aviez des racines italiennes, je crois, du côté de votre grand-père, c'est ça? Oh, c'est encore plus vieux. Encore plus vieux. Mais Mike, pourquoi Mike? Parce que c'est vrai que Mike Di Meglio, pour un champion du monde français, ça le fait pas, hein? Non, mais en fait, Mike, c'est pas mon vrai prénom, c'est Michael à la base. Ah. Et Mike, c'est mon surnom, mais tout le monde m'appelle comme ça, et Michael, c'est plus trop, voilà, je comprends pas ça. C'est trop compliqué. Oui, mais enfin, quand même, Michael Di Meglio, ça, c'est déjà... Bon, alors, moi, je vous appelle Michael maintenant, d'accord? Hein, on vous applaudit, et on vous souhaite, en tout cas, de trouver un guidon en 250, de trouver les sponsors et l'argent nécessaire pour ça. Merci. Vous avez 20 ans, et bravo pour votre succès. Bravo. Jusqu'à 18h, c'est Laurent Ruquier. Une autre question. Il y a un site internet qui vient d'être créé qui s'appelle zatoine08.com. Pourquoi ce site internet vient-il d'être créé? Barack Obama. Ouais, expliquez. Parce que John McCain a désigné Barack Obama en parlant de lui en disant that one, et that one en anglais c'est une notion assez péjorative qui veut dire celui-là, l'autre, celui qui n'est pas pareil. C'est un individu, mais c'est une expression dédaigneuse. Ouais, qui est vaguement teintée de racisme, genre l'autre, celui qui n'est pas pareil, celui qui est différent, that one. Et donc ils ont monté un site internet dans le clan Obama pour répliquer à cette attaque de McCain, et qui s'appelle thatone08.com. C'était pendant le débat, effectivement, qu'à un moment donné, John McCain a dit devant les caméras, vous savez qui a voté pour ce projet, vous savez, vous ne devinerez jamais, c'est celui-là, désignant du doigt Barack Obama, celui-là, that one, et il paraît que c'est une expression considérée comme raciste. Je savais pas que c'était raciste, that one, celui-là. C'est méprisant. C'est méprisant, mais c'est comme de dire l'autre là, quoi. Ouais, ce type-là. L'autre, ouais, c'est pas. Aux États-Unis, c'est raciste. Aux États-Unis, tu dis sale nègre, tu dis pas celui-là, quoi. En tout cas, un site internet a été créé, effectivement, zatoine08.com. Pour l'instant, ils ont choisi l'humour, les démocrates, pour répondre à McCain, qui en plus n'a pas voulu serrer la main, ça j'ignorais, de son adversaire à la fin du débat. Ça aussi, ça fait beaucoup parler aux États-Unis, c'est-à-dire que Barack Obama s'est tourné vers McCain à la fin de l'émission télé, lui a tendu la main, et l'autre n'a pas voulu lui serrer. Alors quand on est républicain et de droite comme lui, on se serre pas la main à un nègre, il faut pas déconner. Non, mais McCain a très mal joué d'après ce qu'on raconte là, parce qu'il avait fait dans les derniers temps des interventions à la radio ailleurs très violentes, il avait fait des spots très violents, sauf que quand t'es dans un débat, tu peux pas être aussi violent. Ça ne passe pas à la télévision. Et le fait qu'il ait été justement aussi violent dans le débat, ça l'a desservi. Et on voyait au contraire un Obama complètement détendu. Je sais pas si vous avez vu la pause d'Obama pendant qu'il l'écoutait, on le croirait quasiment à un bar d'hôtel en train de regarder une fille passer. Mais Obama va de toute façon à nouveau remonter dans les sondages grâce, paraît-il, à un meeting qu'il prévoit la semaine prochaine où chanteront Hervé Villard, Cali et quelques autres interprètes. Figurez-vous quand même que Ségolène Royal, on a pu découvrir ses talents d'actrice, de comédienne sur scène au Zénith, et elle a elle aussi décidé de rendre hommage à un chanteur que vous connaissez bien, Laurent. Elle a décidé de rendre hommage à Charles Aznavour. C'est pas une vrai. blague. Si, écoutez. Quelques semaines avant le congrès de Reims, j'ai décidé d'inviter mes amis. Des mèches bouclées et la silhouette mince, j'étais plus sexy que Martine Aubry. Chez le tailleur, le plus chic j'ai fait faire
cette tunique bleue qui était du dernier cri. Les photos, les chansons, Cali, les nègres marrons, j'ai eu raison, le zénith est ravi. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que Delano et mon nom s'étalait. Et si je perds encore, pas grave, je m'en fiche. Je ferai de la scène dans les comédies de Laurent Ruquier. Ah bravo Michalak. On peut applaudir Sandrine Alexis qui prête sa voix à Ségolène Royal. Avec le recul aujourd'hui, Ségolène Royal a eu raison de faire ce show, Gérard? Mais elle a eu certainement raison puisqu'on en parle autant et que c'était quand même ça l'objectif. Mais je continue de penser que c'était profondément ridicule. Non mais on en parle autant dans ces termes-là quand même. Oui, alors c'est injuste. Alors encore jamais entendu quelqu'un dire « Ah, quelle bonne idée, elle était formidable, ça crédibilise son discours. » Je suis pas d'accord avec vous. Ça arrive maintenant, les gens disent ça et il paraît, alors si on veut avoir l'autre son de cloche, les partisans de Ségolène Royal disent que les montages qu'on a vus à la télé, les extraits et tout, ne donnent pas du tout l'ambiance qu'il y avait sur place. C'était pas du tout aussi ridicule quand on était au Zénith. Moi, tu sais, Gérard, les gens pensent que c'est également une mauvaise idée que tu sois monté sur scène. Hein. C'est pareil. Hein. Mais non, justement. Ça se passe toujours bien, Gérard Ah oui, Miller? formidablement bien. Elle est venue vous voir, Ségolène Royal. Les politiques viennent vous voir? Il y en a quelques-uns. Nicolas Sarkozy est venu? Non, Sarkozy n'est pas venu. Plutôt des politiques. Oui, Laurent Fabius. C'est là le même jour que Jérémy. Et Nicolas Sarkozy et de Ségolène Royal. Aucun des deux n'est venu pour l'instant. Bon, 450 kilos, c'est le poids affiché, mais en titre d'un article qui nous vient du Mexique. C'est le journal gratuit Métro qui reprend cet article. Mais pourquoi 450 kilos? Cela correspond à quoi? Il y a un lien avec Christine Bravo, non? Non. Quelque chose de douloureux, de tragique. C'est assez tragique quand même. C'est de la drogue. C'est pas lié aux assassinats à répétition. C'est une baleine qui s'est échouée sur les côtes, quelque chose comme ça? Non. C'est pas les singes? C'est pas un singe, un gorille? Non. C'est lié à des meurtres? Pas du tout, c'est pas un meurtre. C'est pas un animal. C'est pas un animal. C'est pas lié à une mort. C'est lié à une mort. Est-ce que les 450 kilos de sont liés au fait que ça a causé la mort? J'imagine que ça a pas aidé. Attendez, au Mexique. C'est que c'est de la nourriture. On aurait pu être n'importe où dans le monde, hein, Gérard. C'est de la nourriture? Ça, j'imagine forcément que... c'est quelqu'un qui pesait 450 kilos, c'est pas possible. Exactement. L'homme le plus gros du monde vient de mourir à l'âge de 47 ans, mardi dernier. Donc il a bien tenu, hein, ce poids-là. Lors de son transfert à l'hôpital. Non, mais la semaine dernière, il pesait encore 80. Il a pris d'un coup. 450 kilos. L'un des plus, on nous dit même pas que c'est l'homme le plus gros, on nous dit l'un des hommes les plus gros du monde, un Mexicain de 47 ans est mort mardi lors de son transfert à l'hôpital après un infarctus. Les secours ont dû abattre un mur pour le faire sortir de sa maison. Et il mesurait combien? Parce que j'en sais rien, j'ai pas tous les détails. 1m20. Non, parce que, attends, s'il mesurait 4m12, par exemple, ça change tout, quoi. Il mesurait combien? S'il fait 1m95, c'est pas pareil que s'il fait 1m52. Je suis perplexe sur ce C'est la deuxième fois. Je me rappelle qu'il y a pas tellement longtemps, un Américain aussi énorme, ils ont dû abattre un mur pour le sortir de sa baraque. J'ai jamais entendu 450 kilos. Ah bah écoutez Gérard, j'ai le chiffre enfin. Oui, mais vous l'avez dans un journal. Alors vous voyez tout ce qu'il y a dans les journaux. Moi j'en doute. Ils l'ont pas inventé, un homme de 450 kilos, ça s'invente pas, Gérard. Si, ça s'invente. Non. Gérard, c'est quand même un type incroyable. Il a cru au maoïsme, il a cru au communisme, il a cru au socialisme. Mais un mec de 450 kilos. Un mec de 450 kilos, non. Alors ça, c'est pas possible. C'est fou, ça. Ah non, mais vraiment, c'est n'importe quoi. Allez, on se retrouve après la pub. Les questions sur l'actu continuent avec une petite mise en garde avant, Laurent Ruquier. Dans un instant, nous aurons au téléphone, si tout va bien maintenant, je préviens, ça vous évite de dire des conneries sur la personne qu'on va avoir au téléphone. C'est mieux. Et nous aurons un garçon qui s'appelle François Chanet. Vous ne connaissez peut-être pas ce garçon, son nom. Il vient de fonder un site internet. Je peux pas vous donner le nom de son site parce que, évidemment, ça vous donnerait la bonne réponse. Mais son site regroupe les 400 à 500 000 Français qui sont accros à quoi? Au Nutella. Non, pas au sexe, pas au Nutella. Au cannabis? Pas au cannabis. Au tricot. Est-ce que c'est un truc qui se mange, qui se consomme? Du tout. Un jeu vidéo? Pas un jeu vidéo. Non, mais quelque chose qui passe à la télévision. Pas un jeu. Un héros? Passe pas à la télévision. Combien ils sont, pardon? 400 à 500 000 en France. L'iPhone. À l'iPhone, bonne réponse de Gérard Miller. Il en fait partie. François Chanet, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Frenchyphone.fr.
iPhone.com. Est-ce que c'est uniquement l'iPhone ou est-ce que c'est tous les téléphones de cette nouvelle génération comme le BlackBerry et autres? Alors, une toute petite chose, je suis collaborateur au site French iPhone, le fondateur est Jean-Sébastien Deligny, juste pour information. Sinon, pour répondre à votre question, c'est un site effectivement entièrement dédié à l'iPhone. Alors, il y a des conseils qui peuvent être utiles pour ce genre d'appareil. Je suis sûr que Gérard va avoir 10 000 questions à vous poser, mais par exemple, moi qui ai une autre marque, BlackBerry par exemple... Mais ça n'a rien à voir. Comment ça n'a rien à voir? Allez chez vous avec votre BlackBerry. Laissez-nous parler. Moi... En parlant iPhone, parce que moi j'en ai un aussi, auquel je ne comprends toujours rien. Moi, il y a un truc qui m'épate parce qu'hier, justement, je discutais avec quelqu'un qui avait un iPhone. Alors ça, j'ai trouvé que c'était une fonction vraiment géniale. Je dois dire, je savais pas que ça existait sur l'iPhone. Ça n'existe pas sur les autres téléphones. Vous allez me confirmer si c'est vrai. Parce que c'est vrai que ça me saoule. C'est, non pas Samsung, hein, mais ça me saoule. C'est quand vous avez parfois sur votre téléphone un message que quelqu'un vous laisse sur votre répondeur qui est interminable et la personne, alors que vous avez déjà compris ce qu'elle voulait vous dire, vous demandez, ne laisse son numéro de téléphone qu'à la fin du message. Oui, c'est épouvantable. Et alors surtout, si vous loupez le message, il faut le réécouter, se retaper les 5 minutes c'est de l'enfer, messages. ça. C'est l'enfer. C'est ridicule. Et alors, il paraît que grâce à l'iPhone, Il y a un truc avance rapide. on fait avance rapide génial. Ça, c'est bien. et on Non, peut mais- avancer la conversation. Vous plaisantez. C'est-à-dire Sur qu'en fait, on a une l'iPhone. fonction qui s'appelle la fonction voicemail, Bah, qui évidemment. permet d'écouter les messages du répondeur dans l'ordre que l'on désire. C'est-à-dire, si on a 5 messages, on peut très bien demander à écouter le 5e. Exactement. Et effectivement, lors de l'écoute du Non, message, ça c'est génial. on a une petite barre comme sur un player audio qui nous permet d'avancer ou de reculer lors de c'est la, top, lors de la Ça lecture. c'est top. Ça c'est ce Ça, qui me manque je sur mon savais BlackBerry même, alors. je le sais même pas. Vous êtes moi. au moyen. Bon, moi j'ai des questions un peu plus pratiques. Est-ce que vous Oh bah, je suis conseillez désolé, ça concerne tout le monde parce qu'on fait tous, on se fait tous emmerder par Mais- les connards qui laissent leur numéro de téléphone à la fin du message au lieu de le laisser au début. Il faut puis, commencer par le numéro de téléphone. Je pensais que vous aviez tout ça depuis des années sur vos appareils. Donc moi j'ai. Mais regardez comme il nous snob. J'ai l'impression d'être dans l'île aux enfants. Monsieur du snob vous parle. Est-ce que vous conseillez de télécharger Star Tricon? Est-ce que ça c'est un bon jeu? Et j'hésitais aussi sur MyConvert. Voilà des questions pratiques que nous les. C'est pas sur le site parce Ah, sur que le nous fameux Apple Store. Moi je dis quand est-ce qu'on aura le droit d'avoir des MMS? Moi j'ai des questions Quand sur est-ce le qu'on les bebop. envoie? Ah ben, le problème des MMS, effectivement, c'est qu'actuellement, il n'existe rien sur l'iPhone pour envoyer des MMS. Eh ben, ça, Mais c'est c'est vrai qu'il faut casse-pied. quand même savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'iPhone est un téléphone donc qui permet d'être connecté tout le temps sur Internet. Et c'est vrai qu'on utilise, nous, beaucoup plus la fonction mail, où on peut mettre des pièces jointes, des photos, etc., que, je vais pas être méchant, le basique MMS. Et il paraît que vous n'avez pas la fonction, alors parce que ça en revanche moi je l'ai, la fonction copier-coller. Monsieur, je vais dans le sens de Laurent. Ce défaut-là de ne pas pouvoir copier un message, de ne pas pouvoir le renvoyer à quelqu'un d'autre 2 jours plus tard, c'est absolument dirimant. C'est Ah, chiant au c'est possible. inouï qu'Apple, avec tous les mises à jour Ah, qui sont en train de absolument. nous sortir, n'ait pas intégré ça. C'est vrai que Ils c'est vont le complètement faire, fou. je pense. Il coûte C'est moins dingue. cher maintenant l'iPhone. Bah, il coûte nettement moins cher en France, dans le sens où il est entre guillemets subventionné par Orange. 150 Vu € qu'ils ont- avec forfait obligatoire. Hein. Mais Voilà. donc ça vous revient à combien en fait? Bah, il faut savoir qu'un forfait iPhone va aller, on va dire un forfait de base, parce qu'il faut quand même savoir que ce forfait doit obligatoirement avoir Internet, sinon l'iPhone perd tout son Voilà, intérêt. donc. Hein. Mais vous Donc, travaillez chez Orange Donc ou ça pas fait combien? De l'ordre de 50 € par mois. 59 €. Bonne question de Ouais, Fabrice voilà, Eboué. 50. Vous On travaillez arrive à ou vous êtes 49 payé le par premier Orange forfait. Ah non, au contraire, ils m'aiment pas beaucoup. Ah pourquoi? Bah parce qu'en fait, on a découvert un petit loup chez Orange concernant, alors je vais pas rentrer trop dans le détail technique, mais il y a une technologie qu'on appelle la 3G+, qui permet, avec un téléphone mobile, d'accéder à Internet un petit peu comme avec de la DSL chez vous. Et donc en fait, ils nous vendaient ça, et ils nous donnaient pas ça. Et donc on a levé le loup, et donc ils ont été un peu obligés d'avouer que effectivement ils bridaient leur débit. Donc non, très honnêtement, je travaille pas chez Orange, je suis pas persuadé qu'ils m'adorent vraiment. French iPhone, il y a un autre site qui est concurrent au vôtre, c'est un site qui s'appelle... iPhone FR. Oh bravo, vous êtes fair Mais play. c'est pas concurrent, hein, je dirais. Hein. C'est aussi à lui, ouais. J'ai une communauté quand même. Hein. Vous le prenez quoi? Comme un objet utilitaire, comme un bijou, comme un fétiche, comme parce qu'il y a des gens qui prennent ça vraiment comme une seconde peau. L'iPhone, il s'en sépare jamais. C'est vrai que c'est un outil qui est quand même assez beau, etc. Qui a une interface assez incroyable. Allez, on est d'accord avec vous, bravo, même si je garderai ma marque à moi et on vous remercie. Puis en plus, j'ai pas besoin moi d'iPhone parce qu'en fait, avec tous les chroniqueurs que j'ai ici, ils sont multifonctions. Ils remplacent très bien l'iPhone. C'est ce qui Surtout Joujou. Hein. C'est au niveau sextoy, l'iPhone c'est encore pas au Joujou, point, il est hein. multitâche, oui. Allez, on vous remercie, monsieur. On se retrouve après le flash. Laurent Ruquier.
On va se gêner, c'est la deuxième heure avec Gérard Miller, Michel Bernier, Jérémy Michalak, Philippe Alfonsi, Fabrice Eboué et Isabelle Motro. Et deux auditeurs qui nous attendent pour le deuxième challenge du jour. Tout d'abord, Caroline, qui habite Jefferson City aux États-Unis, dans le Missouri. Dans le 93. Hi Caroline, how do you do? Bonjour, ça va bien et vous? Bah, pas mal. Oh, vous avez l'accent québécois? Non, j'ai pas d'accent, je suis française. Vous êtes française. Qu'est-ce que vous faites aux États-Unis, dans le Missouri? Je me suis mariée, et maintenant je travaille, j'ai mes enfants, j'élève mes enfants, je travaille. Alors, vous pouvez suivre évidemment tout le débat McCain-Obama mieux que nous encore. Est-ce que c'est vrai cette histoire que racontent les journaux aujourd'hui sur le fameux Zatoine qui serait pris comme une insulte vis-à-vis de Barack Obama? Zatoine prononcé par McCain. Vous êtes au courant ou pas? Pas vraiment, parce que j'ai 2 enfants. Hier soir, c'était la réunion scout et je me suis pas... Ça, c'est le sens des priorités. Bon, bah alors tant pis. Et vous faites quoi, vous m'avez dit exactement, comme métier? Je suis analyste dans une grande maison d'édition aux États-Unis. Je connaissais même pas cette ville, Jefferson City. Oh, bah si, c'est la capitale de l'État du Missouri. C'est pas vrai. Vous vous rendez compte, j'en apprends des trucs dans cette émission, moi. Bah, tiens, heureusement que vous avez des auditeurs au bout du monde. Eh ouais, vous nous écoutez évidemment par podcast. Exactement, tous les jours au travail. Benjamin, lui, habite, c'est beaucoup moins glamour, Granville. Bonjour. Bonjour, ça fait moins rêver. How do you do, Benjamin? Hello. And where is Granville? Oh, it's very good, Granville. C'est dans la Manche, en plus. Eh oui, c'est dans la Manche, Granville, Benjamin. Et c'est de la famille à Granville. C'est pas vrai. Si, c'est là-bas que les Américains ont débarqué, il en reste quelques-uns. Et voilà. Ah bah c'est super, parce que si vous gagnez le filet garni, vous pourrez donner quelques places à Benjamin et à sa famille. Et ben voilà. Et c'est ma famille aussi, donc il faudra le remplir, ce filet. Ah, pour ça, il faudra répondre à la bonne question. Qu'est-ce que vous faites à Granville, Benjamin? Alors en fait, je suis à Tours en ce moment pour étudier, et je suis étudiant en journalisme. Étudiant à Tours en journalisme. Un jour, peut-être, vous serez sur l'antenne d'Europe 1. Eh bien, peut-être. Pour annoncer les flashs, et je dirais, vous écoutez Europe 1, il est 17h, le flash présenté par Benjamin de Granville. Parce que tu penses que tu seras encore là? Je lui souhaite de terminer ses études et d'avoir un job assez vite, tout de même. Voilà. C'est le flash de 17h. C'est Benjamin qui va le dire, le flash de 17h. Bon, enfin, j'ai quoi? J'ai 35 ans. Et puis moi, je te souhaite d'avoir la carrière de Philippe Bouvard, faut arrêter, quoi. D'abord, ça vous permettra peut-être d'être toujours là, vous aussi, je vous signale. Regarde-les un peu. Alors, ils sont tous virés, vous voulez que je vous dise, voilà. Mais quel âge aura Daniel? C'est surtout ça. Daniel, il y aura son cercueil au premier rang. Mais non, on va l'empailler, Oui, on l'empaille. C'est mieux. Il faut le dire, c'est déjà la boîte noire de l'émission. Elle enregistre tout, elle sait tout. En cas de crash, c'est elle qui peut témoigner. Hein. Caroline contre Benjamin. Avant de lancer la question, peut-être vous avez l'un ou l'autre des remarques, des réprimandes, des conseils à donner aux uns ou aux autres sur nos 2 heures d'antenne. On s'amuse toujours beaucoup à vous écouter. Parfait. Vous, Caroline, voilà. Pareil, rien à dire? Je m'amuse aussi beaucoup tous les jours. D'accord, Caroline, votre tour de poitrine, juste comme ça. Ah non, mais je sais pas, c'est ce que tout le monde nous le dit depuis une semaine. Est-ce que c'est vulgaire? C'est la fondation du MLF aujourd'hui. Attention, parce que là, évidemment, normalement, Caroline va être désavantagée. Je suis pas sûr qu'elle ait vu la presse française du jour. Et aujourd'hui, on apprenait que quelqu'un avait un surnom. Il va falloir trouver, évidemment, qui a ce surnom et ce qu'il signifie. Qui appelle-t-on TVB? Tout va bien, donc. Tout va bien, bravo. Ça veut dire tout va bien. C'est Madame Lagarde. Madame Lagarde. Christine Lagarde, Gérard Miller et Michalak ont été trop rapides. Oh là là là, je suis triste pour vous, Caroline, et pour vous aussi, Benjamin. Ah ouais, là, j'avais pourtant Internet sous les yeux, mais il y avait rien de comme ça. Hein. TVB, tout va bien, c'est le surnom qu'on donne maintenant à la ministre de l'économie, Mme Lagarde, qui effectivement, pendant des mois et des mois, nous a dit qu'il n'y a pas de problème. Même maintenant encore, elle le dit. Tout va bien. Non, elle est géniale quand même. Ouais. D'autant plus qu'elle aurait dû sentir le vent venir plus vite que les autres, parce qu'elle a quand même fait la majorité de ses études et de son job et de sa carrière, et de sa carrière aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en plus, c'est pas la ministre de l'économie qui vient de Granville, quoi. Je veux dire, c'est. Non, mais c'est vrai. Je crois que François Fillon l'appelle TVD, là. Tu vas dégager. Joli! Ah, joli!
J'en connais un qui va postuler, là. Oh là 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 là. Quand on pense qu'Eboué nous fait perdre des auditeurs en plus, je crois qu'il y aura une place à prendre. Bah écoutez, Benjamin, il faut qu'on se rencontre. Hein. Faut qu'on discute du cachet. C'est ça. Si vous êtes moins cher que ceux que j'ai, Ça va pas être difficile. Voilà. Ça peut intéresser la station. Et plus ouvert sexuellement aussi. Alors là, Fabrice Eboué, trouvez-moi un seul chroniqueur ou une seule chroniqueuse avec qui j'aurais exercé un droit de cuissage. À part Michalak, je vois pas. Franchement, c'est vraiment pas mon genre. Moi, il faut que je Non, mais bouffe, c'est tu pas vois. pareil. Et puis Ils sont franchement, je vais joujou. vous dire, quand je vois vos gueules, j'en ai pas envie. Hein. Allez, on applaudit Caroline et Benjamin, merci. L'émission continue dans la bonne humeur. Laurent Ruquier. On va se gêner avec Gérard Miller, Philippe Alfonsi, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Isabelle Motro et Michel Bernier. Et je n'ai couché avec aucun d'entre eux. Eh ben, c'est dommage de laisser si peu de souvenirs. C'est ce que vous aviez parfois fait, peut-être dans le passé lointain, on ne sait pas, avec certains. Comment ça ? C'est possible. De quoi faire ? Non, mais quand vous étiez plus jeune, vous étiez parfois dans des radios avec des jeunes gens, des jeunes filles. C'est possible que vous ayez à ce moment-là quand même dragué l'un ou l'autre. Ce serait pas indigne. Il y a rien de. J'ai jamais dragué personne, Gérard Miller. Mais vraiment. Personne, tu veux dire dans le boulot. Dans le boulot. Ah oui. oui. Ce qui est grave, c'est d'abuser de sa position de supériorité pour effectivement harceler ou draguer même quelqu'un. Ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est autre chose. Non, écoutez, franchement, mais vous allez me donner une Mais réputation. écoutez, il y a aucune. C'est pas plutôt grave, le fait ça. de ne pas l'avoir fait qui m'inquiète. Ouais. On s'est tous tapé une On stagiaire s'est un jour, tous hein. tapé quelqu'un ici. Bien sûr. Je crois qu'il y a Moi, pas un seul d'entre nous qui ait pas eu une histoire crois avec qu'ils un seront autre pas bien chroniqueur. C'est partout, hein. Philippe Bouvard s'est tapé Sim à l'époque. Partons pour l'Italie. Voyageons et oublions toutes vos histoires salaces, puisqu'en Italie, les habitants de Marino ont eu une grosse surprise en ouvrant leur robinet à la maison. Que s'est-il passé ? La couleur de l'eau. Non. C'était du vin. Bonne réponse de Michel Bernier, du vin blanc. Du vin blanc. C'est un rêve de Michel, ça. Mais comment est-ce que c'est Faire la possible? vaisselle au vin blanc. Effectivement. En plus, en début d'émission, vous nous avez réclamé du vin blanc. Ah oui, j'aurais bien bu une petite, tu vois, Bah, un partez petit verre pour- de blanc avec Isabelle. là. Partez Ah ouais, pour ouais, Marino, oui, parce que à Marino, il y a un festival du raisin, et ce festival est réputé pour sa fontaine de vin gratuit, fontaine qui est installée dans le parc de la ville. Cette année, cependant, le vin n'a pas coulé à flot dans la fontaine prévue à cet effet, mais au robinet des résidents de la ville. Plusieurs habitants occupés à effectuer une tâche ménagère, ou voulant même se faire couler un bain, tout simplement, ont vu l'eau de leur robinet se changer en vin blanc. Ce qui s'est passé, c'est le maire de la ville, Adriano Palozzi, qui a expliqué que ce serait une erreur des techniciens du réseau d'eau potable. Ceux-ci auraient par mégarde dirigé le flot de vin vers les habitations et non vers la fontaine traditionnelle qu'elle a continué à donner de l'eau. À mon avis, ils avaient déjà un peu goûté, les techniciens. Raimondo, qu'est-ce qu'il dit? Attends, tu rigoles, changer de tuyau. Quand même, se laver les dents au Gewürztraminer, c'est quand même pas mal. Jésus, il a fait son malin pendant des siècles, alors que c'était une erreur de technicien, bravo. Oh, mais c'est quand même génial, du vin blanc au robinet. C'est sur le net qu'on a trouvé cette information du vin blanc qui coulait au robinet suite à une erreur de plomberie. On quitte le vin blanc pour vous parler d'un acteur qui s'appelle Randall Garrett, qui hélas vient de perdre son procès. Qui est Randall Garrett et quel procès a-t-il perdu? On le connaît par le personnage qu'il incarne. Oui, tout à fait. C'est un héros de série. Pas tout à fait par le personnage qu'il incarne, le mot n'est pas tout à fait juste. Ah, par la voix. Oui. C'est le comédien qui faisait la pub Uncle Ben's. C'est la voix de l'oncle Benz. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Tout le monde en parle de ça, c'est fou. Pourquoi? Cet acteur américain Randall Garrett réclame 180 millions d'euros. Réclamait, puisque je crois qu'il a perdu. Il a perdu. En première Ouais, il a instance, perdu. j'imagine qu'il va faire appel. Il y a des chances. Voilà, C'est l'appel déjà, là. Ah, c'était l'appel déjà. C'était déjà l'appel du Mais comment procès qui ça se avait fait eu que lieu. vous connaissez tout ça si bien? On lit tout, nous. Nous, on s'intéresse à tout. Ils savent tout. On devrait dans les l'appeler. On va recettes, essayer d'appeler ce monsieur Randall Garrett si on veut bien faire le numéro. On va lui demander. Puis surtout, j'aimerais tellement entendre cette voix qui quand même l'a rendu célèbre. Alors, je sais pas s'il est chez lui à cette heure-ci en plein après-midi.
Randall Garrett, qui hélas a perdu. Il a enregistré les spots publicitaires. Mais il habite où? De l'Oncle Benz. Il est français. C'est un comédien américain vivant en France. Hello, this is Randy. Please leave a message because, as you know, I'm not here. Anyway, speak slowly and clearly so that I can understand exactly what you are saying. Anyway, have a wonderful day. Well, just have a wonderful life. On n'a pas l'accélérateur iPhone. J'y pensais. And if it's possible, solve J'ai jamais entendu okay? un message aussi Anyway, long. Mais non, mais c'est une lots bande of love démo to qu'il you fait, all, quoi. And have a wonderful day. Okay? Bye bye. Hello, Uncle Benz. Des pâtes. Oui, mais Europe 1, on va se gêner. Dorémy Fassi, Liado. Bonjour Serge. Attends. D'abord, on ne tutoie pas. Comment tu parles au patron? On n'a jamais osé, nous. Comment? J'attends. C'est l'heure, là, sur Europe 1, en direct. On ne peut pas attendre, Serge Liado. Ça y est, c'est bon, mais je vous parlais pas, Ah si, vous m'avez dit attends. Je vous entendais pas. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Eh ben, entends. Les chansons tabous du vendredi. Comme chaque vendredi, vous avez choisi un thème peu abordé, effectivement, en chanson. Et là, c'est la mort, le thème tabou de la semaine. Bon, il a été beaucoup abordé, mais souvent d'une manière conventionnelle, parfois d'une manière, comment on pourrait dire, ironique dans le musical chez Brassens. Et là, j'ai trouvé des chansons plutôt irrévérencieuses et presque méchantes à l'égard des morts. Et d'ailleurs, je crois qu'une des meilleures illustrations qu'on ait, c'est la chanson qui ouvre ce montage. Elle est de Léo Ferré et le texte était de Jean-Roger Cossimon et ça disait « Ne chantez pas la mort, c'est un sujet tabou ». Ne chantez pas la mort par Léo Ferré, Brigitte Fontaine, dommage que tu sois mort, Serge Reggiani, Arthur Outamilcor, Thomas Fersen, Croc, Sarclot à la mort de Pierre Bachelet, Didier Super, on va tous crever, Vincent Baguian, je gagne ma vie avec les morts. Voilà le montage tabou signé Serge Liado. Ne chantez pas la mort, c'est un sujet morbide. Le mot seul jette un froid aussitôt qu'il est dit. Les gens du show business vous prédiront le bide. C'est un sujet tabou. Je t'aurais bien invité à prendre le thé dehors. Je t'aurais bien invité, dommage que tu sois mort. Ce que c'est qu'il est mort. Ça, les gars, je vous le garantis. Mais bon sang, c'est trop fort. Je me rappelle pas que je l'ai mis. Quand je rentre à la maison, elle me dit souvent que j'ai une tête d'enterrement. Et elle a raison, je travaille au cimetière, c'est incontestable. Je laisse ma tête au vestiaire et je me mets à table. Puis je retourne au cimetière, travailler de mon mieux, digérer mon pot de bière et mon croque-monsieur. À la mort de Pierre Bachelet, je m'ai fait une poêlée de rognon. En chantant d'un air qui irait, t'es mort, j'ai mis du citron. Hervé Villard, Sylvie Vartan, ils sont toujours là, on attend. Yves Duteil, Gérard Lenormand, c'est pareil, ça prend un moment. On va tous crever, y'a la fin du monde qui nous guette et nous on fait la fête. On va tous crever, l'apocalypse nous attend et nous on fait la fête tout le temps. Je rêvais d'être commerçant, parce que j'adore le contact avec le client. Et c'est vrai qu'on voit de tout, et même des gens célèbres, dans notre beau métier de la pompe funèbre. Je gagne ma vie avec les morts quand y en a plus. Tiens, en v'là encore, les braves gens disparaissent et ça remplit mes caisses. Vous comprendrez au moment où je l'enterre à quel point l'être aimé vous était cher. C'est Vincent Baguian qui terminait ce montage tabou sur la mort. Dites donc, c'est le chanteur Sarclot qui allait pas de main morte avec sa chanson à la mort de Pierre Bachelet, puis on attend pour je sais plus qui est l'autre chanteur. Il avait les comptes à régler sans doute. Un peu terrible quand même cette chanson. Heureusement qu'elle est tabou et qu'on ne l'entend pas trop souvent. Votre chanson flash du jour concerne le dossier publié par Le Point
sur les carnets de l'ancien patron des RG. Ça fait beaucoup parler. Yves Bertrand, ancien patron des renseignements généraux jusqu'à 2004. Il était à ce poste. Je me souviens d'ailleurs l'avoir reçu il y a quelques mois de cela dans On n'est pas couché, à la sortie d'un livre qu'il avait publié. Sauf que là, Le Point publie des carnets que lui n'avait pas dévoilés, de la simple rumeur non vérifiée jusqu'au scoop. C'est un voyage sous les jupes de la République, nous racontait Le Point, et vous nous le racontez en chanson. Dans Le Point, on publie les petits secrets d'Yves Bertrand, l'ancien patron des RG. Ce sont des brouillons plutôt mal torchés de la littérature de cabinet. C'est vrai que dans ces carnets à spirale, y a de quoi nourrir les feuilles à scandale. Ces vieux ragots qui sentent l'arrière-boutique, les dessous intimes de la République. Pour lui, le showbiz et la politique, c'est que des PD, des obsédés, des drogués. Si c'était le curare pour Chevènement, il faut croire que chez d'autres c'est plus fréquent. En tout cas, ces infos très spéciales, paraît que c'est de l'intox, on nous signale qu'il étonnait de certains journalistes et que Paul Vermus ferait partie de la liste. Bravo Serge. On se retrouve lundi, bon week-end. Salut. On revient aux disparitions, à la mort, puisque chaque vendredi, Philippe Alfonsi rend hommage à une personnalité qui nous a quittés dans la semaine, et on revient sur la disparition d'un des frères Jacques, André Bellec. Ils ne sont plus que 2 sur 4 vivants, c'est bien ça, Philippe? Oui, alors, André Bellec, quand on a annoncé la mort d'André Bellec, je pense que personne ne savait vraiment qui c'était. Bon, si on dit frère Jacques, bien évidemment, c'était le fondateur. Les plus jeunes ne savent pas non plus qui sont les frères Jacques en même temps. Oui, enfin, c'est vrai, les plus jeunes ne savent plus, mais c'est dommage parce que c'était vraiment un groupe de chanteurs tout à fait exceptionnel. Donc c'est André Bellec qui avait 94 ans qui les a fondés. C'était un peu le monsieur loyal du groupe. Bon, alors les frères Jacques, rappelez-vous, c'était des gens en pull jaune avec des collants noirs, des chapeaux et des gants. Mais même sous-pull, même. Des sous-pull. Sous-pull. Ils étaient plusieurs couleurs, non? De toute façon, la télé était en noir et blanc à l'époque. Oui, mais on voyait sur les mais non, mais sur les pochettes, ils étaient de sur les plusieurs pochettes couleurs, des disques absolument. et tout. Alors, Canetti les appelait les comédiens chanteurs. Bon, parce que c'est vrai que chacune de leurs chansons était une véritable mise en scène. C'était un peu du théâtre, c'était des sketchs, c'était extrêmement drôle. C'était drôle, poétique, quelquefois très triste d'ailleurs, parce qu'ils jouaient aussi sur et c'était très provocateur également. Vous savez qu'il y a un disque d'eux qui a été interdit, qu'on n'arrivait pas à trouver, qui était un disque de chansons paillardes enregistré en 48. Et Frère Jacques, c'est à cause de faire le Jacques, c'est-à-dire faire l'idiot. Alors, si vous voulez d'abord, pour se rappeler qui étaient les Frères Jacques, ou pour ceux qui ne les connaissaient pas les découvrir, on va écouter tout de suite un extrait d'un de leurs disques. La Truite. Elle était jeune fille, sortait tout droit de son couvent, innocente et gentille, qui n'avait pas 16 ans. Le jeudi jour de visite, elle venait chez ma mère, et elle nous jouait la truite. La Truite de Schubert. Alors, il faut dire que leurs chansons, attention, elles étaient signées par les plus grands. C'était Boris Vian, Jacques Prévert qui a écrit une quantité de chansons pour eux. Et puis ils ont chanté aussi des poèmes de Prévert. Bon, Francis Blanche qui leur a écrit des chansons, Brassens, Léo Ferré. Enfin vraiment, ils avaient autour d'eux des auteurs absolument extraordinaires. Et leurs chansons, alors bon, c'était le boys band de l'époque. Oui, c'était le boys band. To be fort. Et alors, c'était des bons vivants. C'était vraiment Cigare, Pinard et Petite Pépé. Ils ont fait le tour du monde. Ils ont bien vécu. Ils se sont bien marrés. Et ils étaient pas seulement poètes. Il y avait une quantité de chansons d'eux qui étaient vraiment des chansons extrêmement provocatrices quelquefois. Vous savez par exemple que je crois que c'était une chanson de Francis Blanche qui s'appelait Général à vendre, qui a été immédiatement interdite à la radio et qu'on n'a jamais plus entendu. Absolument, oui, Général à vendre. Et puis, il y avait aussi une autre, Quelqu'un de Prévert, qui a été également interdite. Bon, vous voyez, c'était quand même pas des gens qui étaient totalement dans la bonne... Oui, c'est vrai que moi, pour ma génération, parce que quand même, j'ai pas l'âge d'avoir entendu trop souvent les frères Jacques non plus. Mais pour ma génération, c'est plutôt ceux qu'on voyait dans la publicité avec la confiture, ça dégoûte. La queue du chat aussi. Oui, mais ils avaient forcément la queue du chat, mais chacun son... Moi, je préfère la confiture. Il nous ensorcelle. Hommage à André Bellec, fondateur de ce groupe qui a marqué
toute une génération, même si c'est pas forcément la nôtre, mais c'est celle de Gérard Miller, de Philippe Alfonsi. On se retrouve pour parler du livre de la semaine dans un instant. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Où on va, papa? C'est le titre du livre choisi cette semaine, signé Jean-Louis Fournier, publié chez Stock. Je crois que la rumeur était plutôt bonne autour de ce livre et je crois qu'elle va se confirmer manifestement parce que je vois de bons sourires autour de cette table. Où on va, papa? Avec un point d'interrogation. Jean-Louis Fournier chez Stock. Je commence par vous, Michel Bernier. Moi, je suis encore sous le choc, quoi. Je trouve ce livre magnifique. C'est remarquable, c'est émouvant, ça se lit effectivement très vite. Ça donne envie de pleurer au début parce qu'en fait, l'auteur a eu, dirons que la fatalité lui est tombée dessus puisqu'il a eu 2 enfants handicapés, mais des handicaps très très lourds et il raconte, son rapport avec ses 2 enfants où c'est compliqué effectivement d'être un papa d'enfant avec qui on peut pas parler, communiquer comme avec n'importe quel autre enfant. Ce qu'il y a de bouleversant dans ce livre, c'est que à la fois c'est plein d'humour, c'est-à-dire qu'il ose quand même dire des choses pas très convenables, comme on dirait aujourd'hui, mais qu'en même temps, ce qui ressort de là, c'est qu'il les aime, mais alors d'une force. Moi, c'est ce qui m'a frappé dans le livre, c'est que c'est un roman d'amour pour ses enfants, quoi, avec qui c'était quand même loin d'être facile. Et ça vous a beaucoup plu? Ah ouais, c'est vraiment. Isabelle Motro. Alors pour revenir un tout petit peu sur moi je partage complètement le sentiment de Michel. Hein. C'est à la fois bouleversant et drôle, ce qui est quand même une exception dans ce qui sort. Mais pour revenir un instant sur la personnalité de Jean-Louis Fournier, c'était le réalisateur de La Minute de Monsieur Cyclopède, Pierre Desproges. Et c'est aussi quelqu'un qui a écrit Je vais t'apprendre la politesse petit con, qui avait fait l'objet d'un petit programme court sur France 5, qui a écrit La grammaire impertinente, qui était très très drôle. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jean-Louis Fournier, c'est quelqu'un d'extrêmement drôle, avec un humour un peu grinçant comme ça. Il a toujours caché ça, en tout cas aux gens qui ne le fréquentaient pas intimement. Et c'est quelqu'un qu'on pourrait penser, c'est insoupçonnable, quoi. Quelqu'un de très drôle, de très ouvert, et en fait, ça donne encore plus de relief à ce livre-là, parce qu'on sent que voilà, c'est en plus quelquefois il parle un peu des relations qu'il a eues avec les gens qui ne savaient pas. Et c'est là encore très grinçant et c'est vraiment particulier. Il dit une chose, par exemple, un enfant handicapé a le droit de vote. Thomas est majeur, donc un de ses enfants, il va pouvoir voter. Je suis sûre qu'il a beaucoup réfléchi, donc peser le pour et le contre, analyser méticuleusement les programmes des 2 candidats, leur fiabilité économique. Il a fait l'inventaire des états-majors de chaque parti. Il hésite encore. Il n'arrive pas à choisir Snoopy ou Minou. Et il y a énormément de choses comme ça dans son rapport avec les enfants, et aussi peut-être nous faire prendre conscience que effectivement c'est obligatoirement un drame, qu'en même temps on peut avoir ce regard extérieur qui d'autodérision et vis-à-vis de ses enfants et vis-à-vis de sa vie, et je pense que ça aide à tenir. Justement, il raconte dans ses petits textes qu'il a participé à une émission de télé à un moment donné, il y a assez longtemps vraisemblablement, exceptionnellement en tant que père d'enfants handicapés, et lui il a fait toute son intervention sur il faut rire, parce que des fois c'est drôle, c'est terrible, ils sont très maladroits et parfois ça déclenche le rire, et il faut pas s'en priver, parce que au fond ces enfants-là, ils n'ont face à eux que des gens consternés, et que de temps en temps, voilà. Eh bien, la production ou la chaîne a coupé son intervention. Et on lui a dit, quand il s'en est étonné, oui, mais on a coupé parce que quand même ça aurait pu choquer les parents de handicapés. Alors, voilà, et tout est là-dedans, quoi. Et c'est très agréable à lire parce que ce sont que des petits moments de vie. Michalak. Et en fait, il y a un point commun aussi avec Desproges, c'est que Desproges rigolait parfois de son cancer. En tout cas, on parle assez librement. Et là, on a à peu près la même logique, quoi. Le droit de pouvoir rigoler de sa propre misère. C'est-à-dire qu'il explique qu'il a quand même connu la fin du monde 2 fois. C'est quand même pas de bol, quoi. C'est-à-dire que t'as un premier enfant handicapé, il en a un deuxième qui arrive. C'est un livre dans lequel il y a beaucoup d'humour parfois, qui est un poil cynique, un poil noir, mais c'est aussi beaucoup de tendresse et beaucoup d'amour. Il y a un passage que je voudrais vous lire qui est vachement bien, que j'ai trouvé très, très joli dans le livre. Alors, donc, il
il parle de Mathieu, qui est un de ses enfants handicapés. Il dit Mathieu est de plus en plus voûté, les kinés, le corset en métal, rien n'y fait. À 15 ans, il a la silhouette d'un vieux paysan qui a passé sa vie à bêcher la terre. Quand on le promène, il ne voit que ses pieds. Il ne peut même plus voir le ciel. À un moment, j'ai imaginé fixer sur le bout de ses chaussures des petits miroirs comme des rétroviseurs qui lui reflèteraient le ciel. Sa scoliose a augmenté, elle va bientôt provoquer des ennuis respiratoires. Une opération sur la colonne vertébrale doit être tentée. Elle est tentée, il est totalement redressé. 3 jours plus tard, il meurt. Droit. Finalement, l'opération qui devait lui permettre de voir le ciel a réussi. Philippe Alfonsi. Oui, ben voilà, je crois que on a tout dit là. Hein. C'est un énorme coup de gueule ce bouquin, mais c'est un coup de gueule. À la fois, il gueule, il se révolte, il rit et il montre qu'on peut rire de tout à partir du moment où on est concerné par ce dont on rit. Et je crois qu'en effet, Michel a raison, c'est comme ça qu'on se libère aussi d'un énorme poids. Bon. Mais il gueule, hein, attention, il est vraiment pas content, c'est quelque chose, il est révolté contre ce qui lui est arrivé, contre surtout ce qui est arrivé à ses enfants. Parce que c'est ça qui est formidable, il se met à la place des enfants qu'il adore. Et ça, Michel avait raison, c'est un formidable livre d'amour pour 2 enfants handicapés, et dont il ne veut pas qu'on les appelle des enfants handicapés. Il dit des enfants différents. Je crois que c'est un des plus beaux moments du livre, c'est quand il parle de la différence. Il dit ils ne ressemblent pas aux autres, mais au fond, je crois que j'aime pas trop les autres. Gérard. Et ça, c'est un livre fabuleux. Non, mais c'est un livre qu'il faut lire tout de suite. Et je vous assure qu'il n'est pas triste et qu'on le lit, mais d'une traite. Et chaque moment est un moment formidable. Je ne sais pas si ça l'a soulagé, parce qu'il dit beaucoup, je n'ai pas été un bon père. Ouais. Et il insiste sur tous ces moments d'insupportable. Le titre, Où on va papa. Où on va papa, c'est parce qu'il avait un de ses enfants qui, chaque fois qu'il montait en voiture, la seule chose que ce fils lui demandait, c'est où on va papa. Alors on lui disait, on va à la maison. Et quelques secondes plus tard, où on va papa? On va à la maison. Et ainsi de suite. Et parfois 10 fois, 30 fois, 40 fois, 50 fois, jusqu'au moment où évidemment vous pouvez plus continuer. Et vous répondez n'importe quoi. On va aux États-Unis, on va, etc. On va dans le mur. On va dans le mur, etc. Et donc, il raconte les insupportables, finalement, de ces enfants qui, parfois, toute la nuit, le réveillent parce qu'ils font vroom vroom avec leur bouche. Moi, je dirais juste une chose, c'est pas pour faire de la mauvaise poésie, c'est quand on a écrit un livre aussi beau et aussi formidable et aussi drôle, où on va papa, certainement au paradis. Je trouve que vraiment un livre comme ça mérite absolument de vous gagner le paradis. C'est chez Stock, Jean-Louis Fournier, où on va papa. Tout ce que vous me dites, moi, je l'ai pas lu encore. Mais vous pouvez le lire, Laurent, c'est formidable. Me fait penser aussi, puisque c'est formidable. Un ami, au livre qu'avait écrit Guillaume Cochin, rien dévoilé, qui, on le sait, Guillaume et Perry, on connaît la même situation, et Guillaume avait écrit un livre formidable qui m'avait tiré les larmes et qui était drôle aussi, c'est-à-dire qu'à la fois émouvant et drôle, qui était plus sous forme de roman celui-là, et qui s'appelait Un nuage posé par terre. C'est chez Ramsay. C'était un magnifique livre, c'est exactement le même sujet, et c'est Guillaume Cochin qui avait écrit ce livre, Un nuage posé par terre. Et le nouveau livre de Jean-Louis Fournier, Où on va papa, c'est chez Stock. Notre dernier rendez-vous avec Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Ciné. Motro. Pampan. Monique Pantel, bonjour. Eh ben, je suis comme Jeanne d'Arc sur son bûcher. Ah, j'ai cru que vous n'entendiez pas ma voix, en tout cas. La chaleur en moins. Les cinéphiles vont me cramer. Il y a quelqu'un qui a demandé si c'était vierge ou cuite. Quelqu'un, c'est Michel, mais bon. Mais je suis cuite, les cinéphiles vont me cramer, vraiment. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben, questionnez-moi. Hein. Il y a des films qui ne vous ont pas plu? Oui. Rien qu'à trouver grâce à vos yeux cette semaine. Si, quand même. Ah, quand même. Oui. Bon, alors vous voulez qu'on commence par quoi? Quand même par le Woody Allen, alors Vicky Cristina Barcelona. Et Mégalomania. Woody Allen, il a mis du plomb dans sa caméra. Ce n'est plus une comédie, mais la charge de la cavalerie lourde. Tout est stéréotypé, exagéré. De ravissantes américaines idiotes débarquent à Barcelone et se font sauter l'une après l'autre quand même par le Latin Lover du coin. Bon. Ça fait envie déjà. Ouais, c'est bien ça. Ouais, j'ai envie d'aller à Barcelone. Moi, je sais qu'il y a Penelope Cruz dans le film. Tout de suite, je suis intéressé d'aller la voir. Et Scarlett Johansson. Javier Bardem. Je continue ou je rentre chez moi. Non, mais moi, j'ai lu que des bons papiers sur ce film. Mais à part Libération. Son ex-femme, espagnole hystérique naturellement, n'arrête pas de crier. C'est dommage pour les acteurs qui sont tous formidables. Mais voilà. Vous n'avez pas aimé le film? Mais pas du tout, c'est rasoir. Isabelle. Non, c'est pas rasoir. Effectivement, il y a quand même un truc qu'il faut remarquer, c'est depuis que Woody Allen n'écrit plus des histoires un peu extraordinaires comme La Rousse pourpre du Caire, etc. Il a un peu tendance à basculer dans une comédie, on va dire, assez conventionnelle, ce qui est quand même le cas là aussi. C'est vrai que c'est assez conventionnel, mais quand même, il y a un charme fou dans ce film-là. Moi, je suis moins sévère que toi. Et alors, le public
public court voir Woody Allen. C'est le meilleur départ en premier jour d'un Woody Allen. Il va y avoir du monde à Barcelone le week-end prochain. C'est vrai que sur cet aspect-là, ça donne assez envie quand même. La loi et l'ordre. Ah, ça c'est une affiche attendue quand même. Robert De Niro et Al Pacino réunis dans La loi et l'ordre. Quand De Niro et Pacino font le minimum syndical. Aïe. Bob et Al ont 133 ans à eux deux. Mais pour avoir accepté ces films possibles, ils doivent en avoir 6. Ils sont donc, comme tout le monde le sait, 2 flics qui poursuivent un serial killer, à moins que ce ne soit le contraire. Et d'ailleurs, on s'en fout. Ça vous a pas plu? Non. Il y a 50 Cent aussi dans ce film. Et oui, le pauvre, oui. Ça marche quand même pas mal. Hein. Et oui, ça marche évidemment, quand même pas mal. Les gens se précipitent Pacino aussi. et De Niro. C'est derrière Woody Allen quand même. La frontière de l'aube avec Laura Smet et Louis Garrel, un film réalisé par Philippe Garrel. C'est la cata du jour. Ah oui? Oui, de Philippe Garrel avec son fiston et Laura Smet. Et c'est la fille quand même de nos grands chéris, Baye et Hallyday. Oui, ça on le sait, oui. Oui, on le sait, on l'aime. Moi je l'aime aussi, la petite. Mais pourquoi Laura Smet, elle se traîne par terre et boit énormément tout le long du film? Sans doute pour noyer son chagrin d'être dans une telle ineptie, mais c'est triste pour elle. Et je regrette énormément. Isabelle? Oui, c'est dommage parce qu'on aime bien Philippe Garrel quand même. C'est une des grandes figures du cinéma. D'auteur. Ouais, d'auteur. Et là, c'est vrai que c'est un peu, par moments, il y a des scènes, c'est presque caricatural, quoi. Ça, c'est vraiment dommage parce que, par ailleurs, il y a une photo formidable, une image très très belle. Il y a quand même Garrel, Louis, son fils, et Laura Smet sont quand même de bons acteurs. Mais c'est vrai que bon. Mais le dialogue, je te le laisse, ma poule. Oui, oui. Vous voulez des beaux garçons, Michel Bernier? Ah oui, oui. J'en ai 2 là. Vous proposez Marc Ruffalo et Gaël Garcia Bernal à l'affiche. Vous voyez pas qui c'est? Est-ce qu'il ressemble à José Garcia? Il y en a un qui ressemble à José Garcia, c'est le prof de la Starac là. Ah oui? Vous l'avez vu lui? Ah non. L'espagnol complètement dingue. Si on parlait cinéma, vous nous ramenez à la Starac. Ruffalo, c'était le Gaël Garcia Bernal. Le héros du film adapté de Marc Lévy. Marc Ruffalo, écoutez, Ruffalo quand même. Allez voir le film. Sauf que là, à mon avis, ils deviennent aveugles dans ce film-là, parce que c'est pas pour ça que je vous propose de les rencontrer. Ils sont aveugles, tu peux y aller. Allez, j'y vais. Salut. Tu peux y aller. Je réalise ce que je suis en train de dire. Parce que j'ai quand même. Gifle-le. Tu peux y aller. T'as tes chances, c'est bon. Quand même. Ça s'appelle Blindness. Eh ben justement, moi je l'ai trouvé très bien. Aveuglement. C'est l'aveuglement. C'est un honnête suspense en marche, enfin moi j'ai marché, sur une épidémie de cécité qui tombe sur une ville. Ça fait peur quand même. Vous êtes au volant de votre voiture et paf, au feu rouge, vous passez, parce que vous voyez pas qu'il est rouge. Alors on enferme les pauvres malades en quarantaine, et là c'est encore pire, c'est terrible. Il y a 2 aveugles qui voient que leur intérêt, qui raquettent tout le monde. Au moins il y a quelque chose. Et c'est très terrible, moi j'ai eu très peur. Blindness, donc ça fonctionne ça. Moi alors là, pour le coup, je suis plus réservée parce que c'est évidemment une métaphore de la condition humaine. Mais moi, je vois pas du tout comme ça. Oui, parce que tu fais partie du film, toi. T'es un peu blindness, toi aussi. Donc, tous ces aveugles se retrouvent ensemble. L'homme n'est pas assez bon pour l'homme. Voilà, l'homme est un loup pour l'homme. Alors bon, c'est peut-être une info, mais en tout cas, c'est pas un scoop. Hein. Bing W dans la peau de George Bush, c'est le documentaire sur Bush réalisé par Carl Zero et Michel Royer. Eh ben c'est très bien, comme tout ce qu'il fait Carl Zero. C'est un documentaire sur la vie et l'ânerie de George Bush qui, Dieu merci, va partir bientôt. Enfin, grâce aux images d'archives et à la voix d'un imitateur, on le voit tel qu'il est, ahurissant et dangereux. Il est aussi horripilant qu'on l'a vu pendant je sais pas combien d'années. C'est très instructif, même si on connaît tout ça déjà, mais il faut pas oublier qu'à ce con, et qui est pas loin encore. Je me demandais si elle avait terminé sa phrase ou pas. C'est curieux. Bon, donc vous conseillez plutôt le docu de Carl Zero. Évidemment. Alors je le note. Et moi je voudrais faire un message. Oui. À Jérémy Michalak.
Oh merde. Je connais un ami de votre père. Il me vend les tomates sur le marché. Il est très sympa et beau mec en plus. Hein. Ah, ouais, ça c'est une information intéressante. C'est important ça. Un ami du père de Jérémy. Qui vend les tomates. Et vous pensez qu'on peut monopoliser l'antenne de repas pour ce genre de message, Monique? C'est intéressant. On va en faire un film, je sens ça. Même dans Ouest France, ils n'en voudraient pas. Allez, on vous applaudit, on vous embrasse, Monique. Et on a retenu quand même qu'on pouvait aller voir le film de Woody Allen, Vicky Cristina, Barcelona. On peut aussi aller voir Blindness, puisque ça a plu à Monique Pantel. Et pourquoi pas le docu de Carl Zero. Vous pouvez aussi aller voir le copain de mon père qui vend des tomates, hein, si ça vous intéresse. Hein, on vous souhaite un bon week-end sur Europe 1. Allez au cinéma, allez au théâtre, profitez-en. Et vous sortez aussi parce qu'il fait très beau, paraît-il, ce week-end. On se retrouve lundi à 16h. Évidemment, à lundi, Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Où on va, papa? C'est le titre du livre choisi cette semaine, signé Jean-Louis Fournier, publié chez Stock. Je crois que la rumeur était plutôt bonne autour de ce livre et je crois qu'elle va se confirmer manifestement parce que je vois de bons sourires autour de cette table. Où on va, papa? Avec un point d'interrogation. Jean-Louis Fournier chez Stock. Je commence par vous, Michel Bernier. Moi, je suis encore sous le choc, quoi. Je trouve ce livre magnifique. C'est remarquable, c'est émouvant, ça se lit effectivement très vite. Ça donne envie de pleurer au début parce qu'en fait, l'auteur a eu, dirons que la fatalité lui est tombée dessus puisqu'il a eu 2 enfants handicapés, mais des handicaps très très lourds et il raconte son rapport avec ses 2 enfants où c'est compliqué effectivement d'être un papa d'enfant avec qui on peut pas parler, communiquer comme avec n'importe quel autre enfant. Ce qu'il y a de bouleversant dans ce livre, c'est que à la fois c'est plein d'humour, c'est-à-dire qu'il ose quand même dire des choses pas très convenables, comme on dirait aujourd'hui, mais qu'en même temps, ce qui ressort de là, c'est qu'il les aime, mais alors d'une force. Voilà, moi c'est ce qui m'a frappé dans le livre, c'est que c'est un roman d'amour pour ses enfants, quoi, avec qui c'était quand même loin d'être facile. Et ça vous a beaucoup plu? Ah ouais, c'est vraiment. Isabelle Motro. Alors pour revenir un tout petit peu sur moi je partage complètement le sentiment de Michel. Hein. C'est à la fois bouleversant et drôle, ce qui est quand même une exception hein, dans ce qui sort. Mais pour revenir un instant sur la personnalité de Jean-Louis Fournier, c'était le réalisateur de La Minute de Monsieur Cyclopède, Pierre Desproges. Et c'est aussi quelqu'un qui a écrit Je vais t'apprendre la politesse petit con, qui avait fait l'objet d'un petit programme court sur France 5, qui a écrit La grammaire impertinente, qui était très très drôle. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jean-Louis Fournier, c'est quelqu'un d'extrêmement drôle, avec un humour un peu grinçant comme ça. Il a toujours caché ça, en tout cas aux gens qui ne le fréquentaient pas intimement. Et c'est quelqu'un qu'on pourrait penser, c'est insoupçonnable, quoi. Quelqu'un de très drôle, de très ouvert, et en fait, ça donne encore plus de relief à ce livre-là, parce qu'on sent que voilà, c'est en plus quelquefois il parle un peu des relations qu'il a eues avec les gens qui ne savaient pas. Et c'est là encore très grinçant et c'est vraiment particulier. Il dit une chose, par exemple, un enfant handicapé a le droit de vote. Thomas est majeur, donc un de ses enfants, il va pouvoir voter. Je suis sûre qu'il a beaucoup réfléchi, donc peser le pour et le contre, analyser méticuleusement les programmes des 2 candidats, leur fiabilité économique. Il a fait l'inventaire des états-majors de chaque parti. Il hésite encore. Il n'arrive pas à choisir Snoopy ou Minou. Et il y a énormément de choses comme ça dans son rapport avec les enfants, et aussi peut-être nous faire prendre conscience que effectivement c'est obligatoirement un drame, qu'en même temps on peut avoir ce regard extérieur qui d'autodérision et vis-à-vis de ses enfants et vis-à-vis de sa vie, et je pense que ça aide à tenir. Justement, il raconte dans ses petits textes qu'il a participé à une émission de télé à un moment donné, il y a assez longtemps vraisemblablement, exceptionnellement en tant que père d'enfants handicapés, et lui il a fait toute son intervention sur il faut rire, parce que des fois c'est drôle, enfin c'est terrible, ils sont très maladroits et parfois ça déclenche le rire, et il faut pas s'en priver, parce que au fond ces enfants-là, ils n'ont face à eux que des gens consternés, et que de temps en temps, voilà. Eh bien, la production ou la chaîne a coupé son intervention. Et on lui a dit, quand il s'en est étonné, oui, mais on a coupé parce que quand même ça aurait pu choquer les parents de handicapés. Alors, voilà, et tout est là-dedans, quoi.
Et c'est très agréable à lire parce que ce sont que des petits moments de vie. Voilà. Michalak. Et en fait, il y a un point commun aussi avec Desproges, c'est que Desproges rigolait parfois de son cancer. En tout cas, on parle assez librement. Et là, on a à peu près la même logique, quoi. Le droit de pouvoir rigoler de sa propre misère. C'est-à-dire qu'il explique qu'il a quand même connu la fin du monde 2 fois. C'est quand même pas de bol, quoi. C'est-à-dire que t'as un premier enfant handicapé, il en a un deuxième qui arrive. C'est un livre dans lequel il y a beaucoup d'humour parfois, qui est un poil cynique, un poil noir, mais c'est aussi beaucoup de tendresse et beaucoup d'amour. Il y a un passage que je voudrais vous lire qui est vachement bien, que j'ai trouvé très très joli dans le livre. Alors donc il parle de Mathieu, qui est un de ses enfants handicapés. Il dit: Mathieu est de plus en plus voûté, les kinés, le corset en métal, rien n'y fait. À 15 ans, il a la silhouette d'un vieux paysan qui a passé sa vie à bêcher la terre. Quand on le promène, il ne voit que ses pieds. Il ne peut même plus voir le ciel. Un moment, j'ai imaginé fixer sur le bout de ses chaussures des petits miroirs comme des rétroviseurs qui lui reflèteraient le ciel. Sa scoliose a augmenté, elle va bientôt provoquer des ennuis respiratoires. Une opération sur la colonne vertébrale doit être tentée. Elle est tentée, il est totalement redressé. 3 jours plus tard, il meurt. Droit. Finalement, l'opération qui devait lui permettre de voir le ciel a réussi. Philippe Alfonsi. Oui, ben voilà, je crois que on a tout dit là. Hein. C'est un énorme coup de gueule, ce bouquin. Mais c'est un coup de gueule. À la fois, il gueule, il se révolte, il rit et il montre qu'on peut rire de tout à partir du moment où on est concerné pour ce dont on rit. Et je crois qu'en effet, Michel a raison, c'est comme ça qu'on se libère aussi d'un énorme poids. Bon. Mais il gueule, hein, attention, il est vraiment pas content, c'est quelque chose, il est révolté contre ce qui lui est arrivé, contre surtout ce qui est arrivé à ses enfants. Parce que c'est ça qui est formidable, il se met à la place des enfants qu'il adore. Et ça, Michel avait raison, c'est un formidable livre d'amour pour 2 enfants handicapés, et dont il ne veut pas qu'on les appelle des enfants handicapés, il dit des enfants différents. Je crois que c'est un des plus beaux moments du livre, c'est quand il parle de la différence. Il dit ils ne ressemblent pas aux autres, mais au fond, je crois que j'aime pas trop les autres. Gérard, et ça, c'est un livre fabuleux. Non, mais c'est un livre qu'il faut lire tout de suite. Et je vous assure qu'il n'est pas triste et qu'on le lit, mais d'une traite. Et chaque moment est un moment formidable. Je ne sais pas si ça l'a soulagé, parce qu'il dit beaucoup, je n'ai pas été un bon père. Ouais. Et il insiste sur tous ces moments d'insupportable. Le titre, Où on va papa, c'est parce qu'il avait un de ses enfants qui, chaque fois qu'il montait en voiture, la seule chose que ce fils lui demandait, c'est où on va papa. Alors on lui disait, on va à la maison. Et quelques secondes plus tard, où on va papa? On va à la maison. Et ainsi de suite. Et parfois 10 fois, 30 fois, 40 fois, 50 fois, jusqu'au moment où évidemment vous pouvez plus continuer. Et vous répondez n'importe quoi. On va aux États-Unis, on va, etc. On va dans le mur. On va dans le mur, etc. Et donc, il raconte les insupportables, finalement, de ces enfants qui, parfois, toute la nuit, le réveillent parce qu'ils font vroom vroom avec leur bouche. Moi, je dirais juste une chose, c'est pas pour faire de la mauvaise poésie, c'est quand on a écrit un livre aussi beau et aussi formidable et aussi drôle, Où on va papa, certainement au paradis. Je trouve que vraiment un livre comme ça mérite absolument de vous gagner le paradis. C'est chez Stock, Jean-Louis Fournier, Où on va papa. Tout ce que vous me dites, moi, je l'ai pas lu encore. Mais vous pouvez le lire, Laurent. Me fait penser aussi, puisque c'est formidable. Un ami, au livre qu'avait écrit Guillaume Cochin, rien dévoilé, qui, on le sait, Guillaume et Perry, on connaît la même situation, et Guillaume avait écrit un livre formidable, qui m'avait tiré les larmes et qui était drôle aussi, c'est-à-dire qu'à la fois émouvant et drôle, qui était plus sous forme de roman celui-là, et qui s'appelait Un nuage posé par terre. C'est chez Ramsay. C'était un magnifique livre, c'est exactement le même sujet, et c'est Guillaume Cochin qui avait écrit ce livre, Un nuage posé par terre. Et le nouveau livre de Jean-Louis Fournier, Où on va papa, c'est chez Stock. C'est notre dernier rendez-vous avec Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Ciné. Motro. Pampan. Monique Pantel, bonjour. Eh ben, je suis comme Jeanne d'Arc sur son bûcher. Ah, j'ai cru que vous n'entendiez pas ma voix, en tout cas. La chaleur en moins. Les cinéphiles vont me cramer. Il y a quelqu'un qui a demandé si c'était vierge ou cuite. Quelqu'un, c'est Michalak, mais bon. Mais je suis cuite, les cinéphiles vont me cramer, vraiment. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ben, questionnez-moi. Hein. Il y a des films qui ne vous ont pas plu. Oui. Rien qu'à trouver grâce à vos yeux cette semaine. Si, quand même. Ah, quand même. Oui. Bon, alors vous voulez qu'on commence par quoi? Quand même par le Woody Allen, alors Vicky Cristina Barcelona. Et Mégalomania. Woody Allen, il a mis du plomb dans sa caméra. Ce n'est plus une comédie, mais la charge de la cavalerie lourde. Tout est stéréotypé, exagéré. De ravissantes américaines idiotes débarquent à Barcelone et se font sauter l'une après l'autre quand même par le Latin Lover du coin. Bon. Ça fait envie déjà. Ouais, c'est bien ça. Ouais, j'ai envie d'aller voir. Moi, j'ai envie d'aller à Barcelone. Moi, je sais qu'il y a Penelope Cruz dans le film, tout de suite, je suis intéressé d'aller la voir. Et Scarlett Johansson. Javier Bardem. Je continue ou je rentre chez moi? Non, mais moi, j'ai lu que des bons papiers sur ce film. Mais à part Libération. Son ex-femme,
espagnol hystérique naturellement, n'arrête pas de crier. C'est dommage pour les acteurs qui sont tous formidables. Mais vous n'avez pas aimé le film? Mais pas du tout, c'est rasoir. Isabelle. Non, c'est pas rasoir. Effectivement, il y a quand même un truc qu'il faut remarquer, c'est depuis que Woody Allen n'écrit plus des histoires un peu extraordinaires comme La Rousse pourpre du Caire, etc. Il a un peu tendance à basculer dans une comédie, on va dire, assez conventionnelle, ce qui est quand même le cas là aussi. C'est vrai que c'est assez conventionnel, mais quand même, il y a un charme fou dans ce film-là. Moi, je suis moins sévère que toi. Et alors, le public court voir Woody Allen, c'est le meilleur départ en premier jour d'un Woody Allen il va y avoir du monde à Barcelone le week-end prochain. C'est vrai que sur cet aspect-là, ça donne assez envie quand même. La loi et l'ordre. Ah, ça c'est une affiche attendue quand même. Robert De Niro et Al Pacino réunis dans La loi et l'ordre. Quand De Niro et Pacino font le minimum syndical. Aïe. Bob et Al ont 133 ans à eux deux. Mais pour avoir accepté ces films poussifs, ils doivent en avoir 6. Ils sont donc, comme tout le monde le sait, 2 flics qui poursuivent un serial killer, à moins que ce ne soit le contraire. Et d'ailleurs, on s'en fout. Ça vous a pas plu? Non. Il y a 50 Cent aussi dans ce film. Et oui, le pauvre, oui. Ça marche quand même pas mal. Hein. Et oui, ça marche évidemment, quand même pas mal. Les gens se précipitent Pacino aussi. et De Niro. C'est derrière Woody Allen quand même. La frontière de l'aube avec Laura Smet et Louis Garrel, un film réalisé par Philippe Garrel. C'est la cata du jour. Ah oui? Oui, de Philippe Garrel avec son fiston et Laura Smet. Et c'est la fille quand même de nos grands chéris, et Hallyday. Oui, ça on le sait, oui. Oui, on le sait, on l'aime. Moi, je l'aime aussi, la petite. Mais pourquoi Laura Smet, elle se traîne par terre et boit énormément tout le long du film? Sans doute pour noyer son chagrin d'être dans une telle ineptie, mais c'est triste pour elle. Et je regrette énormément. Isabelle? Oui, c'est dommage parce qu'on aime bien Philippe Garrel quand même. C'est une des grandes figures du cinéma. D'auteur. Ouais, d'auteur. Et là, c'est vrai que c'est un peu, par moments, il y a des scènes, c'est presque caricatural, quoi. Ça, c'est vraiment dommage parce que, par ailleurs, il y a une photo formidable, une image très très belle. Il y a quand même Garrel, Louis, son fils, et Laura Smet sont quand même de bons acteurs. Mais c'est vrai que Mais le dialogue, je te le laisse, ma poule. Oui. Vous voulez des beaux garçons, Michel Bernier? Ah oui. J'en ai 2 là à vous proposer. Marc Ruffalo et Gaël Garcia Bernal. À l'affiche, vous voyez pas qui c'est? Est-ce qu'il ressemble à José Garcia? Il y en a un qui ressemble à José Garcia, c'est le prof de la Starac, là. Ah oui? Vous l'avez vu, lui? Ah non. L'espagnol complètement dingue, complètement excentrique. Cinéma, vous nous ramenez à la Starac. Ruffalo, c'était Gaël Garcia Bernal. le héros du film adapté de Marc Lévy. Marc Ruffalo, écoutez, Ruffalo quand même. Allez voir le film. Sauf que là, à mon avis, ils deviennent aveugles dans ce film-là, parce que c'est pas pour ça que je vous propose de les rencontrer. Ils sont aveugles, tu peux y aller. Allez, j'y vais. Salut. Tu peux y aller. Je réalise ce que je suis en train de dire. Parce que j'ai quand même. Gifle-le. Tu peux y aller. T'as tes chances, c'est bon. Ça s'appelle Blindness. Eh ben justement, moi je l'ai trouvé très bien. Aveuglement. C'est l'aveuglement. C'est un honnête suspense, on marche, enfin moi j'ai marché, sur une épidémie de cécité qui tombe sur une ville. Ça fait peur quand même. Vous êtes au volant de votre voiture et paf, au feu rouge, vous passez, parce que vous voyez pas qu'il est rouge. Alors on enferme les pauvres malades en quarantaine, et là c'est encore pire, c'est terrible. Il y a 2 aveugles qui voient que leur intérêt, qui raquettent tout le monde. Moi, il faut quelque chose. Et c'est très terrible, moi j'ai eu très peur. Blindness, donc ça fonctionne ça. Moi alors là, pour le coup, je suis plus réservée parce que c'est évidemment une métaphore de la condition humaine. Mais moi, je vois pas de choses comme ça. Oui, parce que toi, tu fais partie du film, toi. T'es un peu blindness, toi aussi. Donc, tous ces aveugles se retrouvent ensemble. L'homme n'est pas assez bon pour l'homme. Voilà, l'homme est un loup pour l'homme. Alors bon, c'est peut-être une info, mais en tout cas, c'est pas un scoop. Hein. Bing W dans la peau de George Bush, c'est le documentaire sur Bush réalisé par Carl Zero et Michel Royer. Eh ben c'est très bien, comme tout ce qu'il fait Carl Zero. C'est un documentaire sur la vie et l'ânerie de George Bush qui, Dieu merci, va partir bientôt. Enfin, grâce aux images d'archives et à la voix d'un imitateur, on le voit tel qu'il est, ahurissant et dangereux. Il est aussi horripilant qu'on l'a vu pendant je sais pas combien d'années. C'est très instructif, même si on connaît tout ça déjà, mais il faut pas oublier
Casse-Con, et qui est pas loin encore. Je me demandais si elle avait terminé sa phrase ou pas. C'est curieux. Bon, donc vous conseillez plutôt le docu de Carl Zero. Évidemment. Alors je le note. Et moi, je voudrais faire un message. Oui. À Jérémy Michalak. Oh merde. Je connais un ami de votre père. Il me vend les tomates sur le marché. Il est très sympa et beau mec en plus. Hein. Ah, ouais, ça c'est une information intéressante. C'est important ça. Un ami du père de Jérémy. Qui vend les tomates. Et vous pensez qu'on peut monopoliser l'antenne de repas pour ce genre de message, Monique? C'est intéressant. On va en faire un film, je sens ça. Même dans Ouest France, ils n'en voudraient pas. Allez, on vous applaudit, on vous embrasse, Monique. Et on a retenu quand même qu'on pouvait aller voir le film de Woody Allen, Vicky Cristina, Barcelona. On peut aussi aller voir Blindness, puisque ça a plu à Monique Pantel. Et pourquoi pas le docu de Carl Zero. Vous pouvez aussi aller voir le copain de mon père qui vend des tomates, hein, si ça vous intéresse. Hein. On vous souhaite un bon week-end sur Europe 1. Allez au cinéma, allez au théâtre, profitez-en. Et vous sortez aussi parce qu'il fait très beau, paraît-il, ce week-end. On se retrouve lundi à 16h. Évidemment, à lundi, Laurent Ruquier. Europe1.fr a changé. Europe 1 évolue. Europe 1 évolue. Connectez-vous sur la page des podcasts d'Europe 1 pour découvrir nos nouvelles chaînes podcast. Europe1.fr/radio. Europe1.fr